Bonjour à tous et aujourd'hui, introduction à la mécanique quantique, partie 2. Jusqu'ici, on a abordé l'état de superposition, la réduction du paquet d'ondes, celui de l'indéterminisme des mesures et celle de la dualité onde-corpuscule. Jusque-là, on a donc compris que les particules voyagent avec une onde de probabilité, qu'il nous est, peu importe l'observable, impossible de prédire une valeur exacte, et qu'une fois la position mesurée, la particule, forcée de choisir un état, voit sa fonction d'onde s'effondrer. À partir de maintenant, afin de prendre en compte les notions précédentes, lorsqu'une particule n'a pas encore été observée, elle s'illustrera avec une onde intrinsèque. Et dès lors qu'elle est observée, elle s'illustrera entièrement grise. En mécanique quantique, il existe un écart-type fondamental entre la quantité de mouvement et la position d'une particule. C'est le théorème d'indétermination d'Eisenberg. En mécanique classique, le vecteur de position et la quantité de mouvement peuvent totalement décrire l'état d'un point matériel. C'est d'ailleurs de la mécanique vectorielle dont les plus grandes bases sont enseignées au lycée. Pour rappel, le vecteur de position décrit le déplacement d'un objet par rapport à un référentiel au cours du temps. La quantité de mouvement est le produit de la masse de l'objet par son vecteur vitesse. La direction et le sens du vecteur désignent la direction et le sens de l'objet, la vitesse étant donnée par la norme du vecteur. C'est donc la vitesse d'un système pondérée par sa masse. En mécanique classique, il est simple de connaître ces deux informations à un temps donné, mais en mécanique quantique, il existe un écart-type fondamental entre ces deux valeurs. C'est en 1927 que Werner Heisenberg démontre l'impossibilité fondamentale de connaître avec certitude la position et la quantité de mouvement d'une particule. L'écart-type position-quantité de mouvement est décrite par cette équation, ρ de x fois ρ de p supérieur ou égal à la constante de Planck divisée par 2, que l'on réduit à ρ de x fois ρ de v supérieur ou égal à la constante de Planck divisée par 2 fois la masse de l'objet étudié. Entre ces deux équations, ce qui a été changé, c'est tout simplement le ρ de p qui a été changé en ρ de v. En fait, ρ de p désigne l'écart-type de quantité de mouvement, alors que ρ de v désigne l'écart-type de vitesse. ρ de p a donc été simplifié en ρ de v. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Dans cette équation, vous avez donc ρ de x qui correspond à l'écart-type de position, ρ de v qui correspond à l'écart-type de vitesse, h qui correspond à la constante de Planck qui est environ égale à 6,63 fois 10 puissance moins 34 mètres carrés par kilo par seconde, et où 2m correspond à 2 fois la masse de l'objet concerné. Dès lors que l'on améliore la précision de la variable ρ de x, la précision de la variable ρ de v s'amoindrit, de telle sorte que l'écart-type reste constant entre les deux variables. Si on augmente la précision de ρ de v, eh bien ρ de x s'amoindrit. Le théorème d'inégalité d'Eisenberg décrit donc une inégalité mathématique appuyant l'inexistence fondamentale d'une valeur précise de la position d'une particule simultanément avec sa masse lors d'un mouvement. Mais pourquoi il existe un écart-type spécifique pour la vitesse et la position? Mais en fait, cet écart-type est tout simplement dû à l'observation d'un objet infiniment petit. En fait, ce qui nous permet d'observer des objets infiniment gros ou infiniment petits, c'est la lumière. Et la lumière, en fait, elle est constituée de photons. Au niveau du microcosme, lorsque l'on souhaite observer une particule, nous devons balancer un faisceau de photons afin que son image nous parvienne. Malheureusement pour nous, les photons interagissent avec les particules élémentaires, perturbant leur vitesse mais aussi leur position. C'est le fondement de la théorie quantique des champs. Ainsi, augmenter la précision de l'image afin de connaître précisément la position demande un faisceau de photons plus intense, donc une interaction plus intense, la particule est donc plus mobile. A l'inverse, augmenter la précision sur la vitesse demande un faisceau de photons moins intense, mais qui ne nous donne pas une image nette de sa position. Cette incertitude constante entre la vitesse et la position est aussi valable à l'échelle macroscopique, mais elle est largement négligeable. Elle devient capitale à l'échelle atomique et subatomique, comme en physique des particules où elle est un pilier fondamental. Petite précision, mais le terme incertitude pose un certain nombre de problèmes. En effet, d'après la mécanique classique, la dynamique d'un objet est entièrement déterminée si l'on connaît à chaque instant la position et la quantité de mouvement de cet objet.
Le principe d'incertitude d'Heisenberg sous-entend l'existence d'une position et d'une quantité de mouvement précise qui ne peut pas être déterminée avec précision étant donné l'inefficacité du matériel. Or, ce n'est pas le cas. L'incertitude est due à l'état probabiliste de la particule, il en résulte donc une incertitude naturelle et inhérente. C'est pour cela que le principe d'incertitude est appelé plus justement le principe d'indétermination. Encore mieux, ce principe étant démontrable, on parle plus rigoureusement du théorème d'indétermination d'Heisenberg. Il est maintenant temps de s'attaquer à la dernière notion. Plus complexe, elle est aussi complètement contre-intuitive. L'intrication quantique est un concept selon lequel plusieurs systèmes, qui est donc l'ensemble des paramètres et propriétés d'un objet quantique, seraient fondamentalement liés mutuellement, et ce peu importe la distance. On dit que les particules sont dans un état intriqué, ou que les systèmes sont équivalents. Je ne vais pas essayer d'expliquer en détail la notion de spin, mais certaines particules possèdent un moment cinétique et magnétique intrinsèque, c'est ce qu'on appelle le spin. Alors même si spin veut dire tourner, les particules ne tournent pas du tout sur elles-mêmes. Le spin d'une particule peut être donc soit négatif, soit positif, ce qui se note plus, moins, en écriture bracket. Si maintenant on prend en compte l'état de superposition de la particule, le spin se note comme ci. Les deux états plus moins et moins plus sont assez intéressants, puisque selon le principe de réduction du paquet d'ondes, si la première particule prend le spin plus, la deuxième prendra forcément le spin moins. L'inverse est tout à fait possible. La particule A choisit l'état moins, et donc la particule B est obligée de choisir l'état de spin plus. C'est ainsi que l'état spin de la particule A détermine automatiquement et immédiatement l'état de la particule B. On dit que les particules A et B sont dans un état intriqué ou enchevêtré, car il existe des corrélations non locales, qui veut dire donc peu importe la distance, entre les deux systèmes des particules. Alors l'intrication peut se faire sur une part ou la totalité des deux systèmes. On parle donc d'intrication minimale ou partielle et d'intrication maximale. Dans le cas d'une intrication minimale, la masse de la particule A est aussi celle de B, comme deux faux jumeaux. L'additivité ne se fait que sur une observable, comme le spin ou la masse. Dans le cas d'une intrication dite maximale, c'est l'ensemble du système de la particule A qui sera aussi celle de B. Les particules A et B sont comme deux vrais jumeaux. Dans une intrication dite maximale, c'est la fonction d'onde des deux particules qui en forment plus qu'une. Les deux systèmes en forment donc plus qu'un unique, cohérent et solidaire. De façon inhérente au constat mathématique de l'intrication, l'enchevêtrement des deux systèmes pourrait, après intrication, consister à un échange d'informations instantané, peu importe la distance entre les deux systèmes intriqués. Bien évidemment, cela pose un certain nombre de problèmes relativistes en mettant en doute la constante de la célérité, supposée être la vitesse maximale pour une particule sans masse comme un photon. Mais cela serait en fait lié à une mauvaise interprétation des résultats obtenus. Aucune information n'est échangée ou transférée entre les deux systèmes intriqués, ce qui rejette l'idée d'une vitesse d'échange de transfert entre les deux systèmes supraluminiques. Pour un peu d'histoire, c'est en 1937 que Erwin Schrödinger théorisa le théorème d'intrication quantique, en même temps que Einstein, Podolsky et Rosen dans l'énonciation du paradoxe EPR. Elle fut confirmée par Alain Aspect à l'Institut d'Orsay en 1980 et 1982, et elle est considérée comme l'expérience la plus importante de la mécanique quantique, car elle démontra le principe de non-localité de la physique quantique fermement rejeté par Einstein. Aujourd'hui, l'intrication quantique a largement été vérifiée et confirmée par les physiciens. Beaucoup d'informations qu'on va maintenant s'attaquer à résumer. Au total, on a donc vu 6 notions correspondant aux 6 notions que je dirais fondamentales de la mécanique quantique. La première notion, c'est l'état de superposition quantique, qui correspond en réalité au postulat numéro 1. Avant une mesure, chaque objet quantique est dans une superposition de plusieurs états pour une même observable. Nous avons ensuite le principe de quantification, qui correspond au postulat numéro 3. Il est fondamentalement impossible, de quelque manière que ce soit, de prédire une valeur d'observable avant d'effectuer une mesure. Nous avons ensuite la réduction du paquet d'ondes, qui correspond au postulat numéro 5. Après une mesure, l'ensemble des états d'un objet quantique se réduisent à celle choisie par l'objet en question.
On a ensuite la dualité onde-corpuscule qui correspond au postulat numéro 4. La position d'un objet quantique se comporte comme une onde de probabilité de présence se déplaçant dans l'espace au cours du temps. C'est la fonction d'onde. On a ensuite le théorème d'indétermination d'Heisenberg qui correspond au postulat numéro 3. Il existe un écart-type fondamental entre la position et la quantité de mouvement d'un objet quantique. Et enfin la notion d'intrication quantique. Le système d'un objet quantique A peut influencer en partie ou en totalité celle d'un objet quantique B. On parle aussi d'enchevêtrement. On a vu 6 notions, mais il y en a une 7e que j'ai abordée constamment tout au long de mes propos. C'est en fait le principe de correspondance qui correspond au postulat numéro 2. Alors je n'ai pas consacré une partie complète, mais tout au long de mes explications, vous avez peut-être compris que les observables d'un objet quantique s'écrivaient via des opérateurs mathématiques, que l'on manipule au sein d'un espace vectoriel. Alors je vous ai parlé de la position en fonction du temps avec phi de r de t ou le spin, plus moins. C'est justement ce principe de correspondance entre observables d'un système quantique et opérateurs mathématiques qui rend la mécanique quantique un peu bizarre à certains égards.